thème que je veux aborder a quelque chose à voir avec cette question de la fin de vie que vous avez évoquée, que Marie de Hendel, a évoqué tout à l'heure concernant le fonctionnement psychique en fin de vie, enfin, une sorte et précisément les travaux de Michel de Musan dans le champ de la psychanalyse. Et c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est pas tout à fait ce que je veux dire, et d'une façon peut-être je me trouve un peu en dehors de l'axe même de ce colloque. C'est un changement de fonctionnement psychique à partir d'un certain moment dans la vie. Ce moment que l'on appelle vieillir. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous ne pensons plus de la même façon. Je prends un tout petit exemple très rapide pour montrer comment se situe justement ce changement. Je fais une conférence à Toulon avec comme modérateur un de mes grands amis marseillais qui est un spécialiste des neurosciences excellent. Ensuite, nous nous retrouvons dans la pause et il me dit, tu as fait une conférence qui m'a beaucoup intéressé, je te teste, je te trouve un déficit, tu me testes, je te trouve un déficit, et pourtant, tu as fait une conférence qui m'intéresse. Alors, vous voyez, le « et pourtant » qui me semble intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe de nouveau? De nouveau, c'est une expression assez forte à hold up. Qu'est-ce qui se passe de nouveau parce que j'atteins un certain âge? Alors, c'est la question que je pose en quelques minutes. Le premier débat, c'est quand? Qu'est-ce que j'appelle un certain âge? Ça, je le répète, c'est un certain âge vécu dans la normalité. Pas forcément un certain âge, ça n'est pas un certain âge auquel je travaille qui soit une pathologie grave, un accident cérébral, etc., ou bien dans le chapitre de la cancérologie, la conception de la fin de vie, lorsque cette vie apparaît non seulement présente, mais certaine dans un délai précis, c'est l'impression d'être vieux. Alors, lorsque, au fond, on vit au quotidien avec l'irréversibilité du temps, voilà. Le temps m'est compté, je ne dois pas perdre mon temps. Emmanuel Hirsch parle dans son livre que j'aime bien, l'ouverture d'un chemin au renoncement. L'ouverture d'un chemin au renoncement. Je pense que ça définit assez une modification du chemin par rapport à avant. Bref, là, bien sûr que ce moment que je pourrais appeler une blessure narcissique qui advient de l'ordre du vieillissement, eh bien là, à ce moment-là, il y aurait un changement devant ce constat, je suis précis, devant ce constat de modification de chemin, il y aurait un changement et peut-être même une métamorphose du fonctionnement psychique. De l'intelligence, c'est déjà cerné le problème trop série, mais un changement du fonctionnement psychique, donc je le répète, dans une situation de normalité, de normalité. Ça, c'est le premier débat, et vous voyez, le champ scientifique de ce débat est difficile à préciser. À quel moment, c'est très personnel, à quel moment telle ou telle personne se trouve dans une situation de cette métamorphose. Alors, disons maintenant un peu, disons quelques mots sur le phénomène lui-même. Qu'est-ce qui change? Et c'est très important ce changement, parce que si on se répète, si on se renvoie à Descartes, je pense donc je pense autrement et donc je suis. Ça a une incidence identitaire tout à fait intéressante et tout à fait forte. Donc ce changement est fondamental. Ça n'est pas on ne peut plus faire autrement, mais c'est que maintenant, c'est cette modification-là qui se produit. Alors, quelques traits de caractère, je n'ai pas en quelques minutes l'occasion de fouiller les points, mais je dirais, ce qui change d'abord, peut-être, dans le champ du raisonnement, c'est la pensée de l'intuition, c'est la pensée par intuition. Et je trouve qu'il vient se substituer aux aléas du raisonnement et de l'expérimentation. Donc c'est l'intuition. Alors l'intuition au sens
on l'a défini, c'est-à-dire je renvoie à Bergson, Jean Kelevitch, éventuellement auparavant Auguste Comte, mais il y a là un énorme problème, une énorme négligence peut-être du raisonnement intellectuel scientifique en faveur de l'intuition. J'en dis pas plus pour l'intuition. Dans cette intuition, au sein même de cette intuition, il faut situer, je crois, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la place de l'affect, la place du sentiment. Freud dit la naissance d'un affect puissant, comme si au fond la vie affective, c'est lié à l'intuition, c'est évident. Eh bien, l'affect, on dirait, dans les modernes diront, c'est pas moi les modernes, hein, les modernes diront l'émotion, hein, la richesse affective. Eh bien, là, il y a une place accordée en vedette dans la pensée psychique à l'émotion. Deuxième point, je voulais souligner. Le troisième point, qui me semble le plus important, c'est lié aux deux autres. Bien entendu, ces trois points sont liés à l'évidence. C'est la place du lien. Ça, je pense que Marie de Hendel l'a dit et répété tout à l'heure, mais dans un champ différent. Ce champ de fin de vie, préparé de long terme, à long terme d'une certaine façon. Il ne survient pas comme ça lorsque la fin de la vie est vraiment très très proche, mais il survient dans des conditions où, par exemple, où je suis ce soir en tant que vieux parlant. Alors, eh bien, le troisième point, je le répète, c'est la place du lien, c'est-à-dire la nécessité de penser avec d'autres, de penser avec un autre, de ne pas pouvoir penser seul. Alors, le parcours du chemin en question, c'est un chemin à plusieurs, à deux, à au moins deux, dirait René Caès. Et Catherine Parra a nommé cet affect de façon intéressante il y a bien des années, c'est l'affect partagé. Au fond, c'est cette idée de partage. Et alors là, il y a un concept théorique qui me semble très très important, qui a été décrit par les Claniens, c'est l'identification projective. C'est-à-dire l'identification projective, c'est-à-dire je m'identifie à l'autre et l'autre s'identifie à moi. Il pense comme moi, il pense avec moi plutôt, et je pense avec lui, espèce de fonctionnement de la parole, non pas seulement du langage, mais de la parole, qui est la base même de la psychanalyse, à savoir l'association, mais en l'occurrence la co-association de deux personnes différentes. Mais l'identification projective a été décrite en premier lieu par les Anglais, Melanie Klein, Dion, Winnicott, et essentiellement chez le très jeune enfant, et le très très jeune enfant, c'est-à-dire à un moment qui précède la parole et dans laquelle la richesse sensorielle est considérable. L'identification projective est d'abord un phénomène intercorporel entre mère et bébé. Donc, voyez-vous, je me rapproche de ce concept d'identification collective qui, à la fois, est très investi dans le corps, hein, le moi-corps freudien, et d'autre part dans la parole qui se répand à propos du langage. Je note au passage qu'Emmanuel Hirsch, qui va en dire un mot tout à l'heure sans doute, a fait un très beau texte là-dessus sous le titre de la confidence. Je dirais la co-confidence. L'un, c'est la confidence. Deux personnes en présence ou plusieurs, un vrai groupe se fait des confidences, s'échange des confidences, l'une allant avec l'autre, etc. Donc je conclus, je pense que mon temps se termine. Je dirais qu'il y aurait, et ça c'est un point de vue qu'on a bien travaillé, je pense, avec Marie de Hendel dans notre livre sur la tendresse, c'est-à-dire qu'il se révélerait un nouveau fonctionnement psychique devant le constat de fin de vie, que la fin de vie est possible, devant le constat simplement, très jeune, fait par bien des jeunes, de l'irréversibilité du temps. Hein, c'est le concept basique chez Jean Kelevitch. Eh bien, ce qui se passe est un déficit, ne le nions pas, acceptons-le,
Jean Kelevich dit « consentons à ce déficit », n'est-ce pas? Mais se dégage un fonctionnement psychique différent, intuitif, etc., je ne reprends pas les termes, qui était fourvoyé auparavant. Il existait depuis tout petit, il existait depuis la naissance, comme la tendresse, et il se dégage, il se libère de l'emprisonnement dans lequel il était emprisonné par l'intelligence, le moi, avec ses adaptations au monde social, sociétal, etc. Alors, je conclus là-dessus, ce dégagement, il se dégage cette question d'être au moment où nous commençons à perdre nos capacités d'avoir. Voilà une position qui serait philosophique aujourd'hui, très, très facile à déployer. La crise de l'avoir provoque, bien entendu, un déploiement de la question de l'être. Alors, je dirais quand même que le vieillissement n'est pas le seul facteur déclenchant. Il y a bien entendu chez des sujets qui ne se sentent pas vieux du tout et qui se dégagent des exigences de la vie sociale ou des exigences du moi et du moi sociétal. Ce sont les artistes, les originaux, les psys, les poètes, certains inventeurs. Enfin, bref, il y a ce que je décris comme sous forme d'une modification de la psyché qui me semble essentielle pour penser pour être au contact des vieux, en particulier dans une séance de psychanalyse, dans une cure. Eh bien, ce changement existe chez bien des sujets auparavant. Et je peux dire que dans les moments un peu régressifs, peut-être, je l'ai bien connu dans les psychothérapies, voire les psychanalystes de l'adolescence. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.